Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais commencer par saluer les 600 délégués qui sont à l'extérieur de cette salle et dans les autres salles et qui suivent sur grand écran nos débats et qui, à la faveur d'une tournante, j'espère, cet après-midi, pourront essayer d'avoir une place dans... Bon, ça va, vous n'êtes pas... Vous savez que quand c'est pas forcément... donc, d'une rotation. Et pour retrouver une place en tout cas dans cette salle, nous sommes plus de 2000 délégués aujourd'hui des comités du mouvement à avoir fait le déplacement, je le dis, à leurs frais jusqu'au Mans. Ce choix qui a été le nôtre de venir ici est un choix inspiré, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, par la volonté de sortir de cette règle qui veut que tout se passe en région parisienne. Et puis, de toute façon, c'est une habitude que nous conserverons. Et je voudrais vraiment vous remercier les uns et les autres pour avoir choisi non seulement de consacrer un week-end à venir au Mans, mais de l'avoir fait sur vos propres deniers. C'est la caractéristique d'un mouvement politique qui naît, le nôtre, et qui va se projeter dans l'avenir. Mais je voudrais sincèrement vous remercier et encore m'excuser, nous excuser auprès de ceux qui sont dans les salles à l'extérieur. Donc je vous promets, cet après-midi, on fera une rotation, on fera en sorte que tout le monde puisse bénéficier du confort de cet auditorium. On va parler donc, pour commencer, et avant que je vous livre un propos politique qui sera bref, le but aussi c'est de dire que ce mouvement, et je veux insister là-dessus, n'y voyez pas de la fausse modestie, c'est une réalité. Si nous voulons rompre et fissurer les mauvaises habitudes de la Ve République, il faudra s'habituer à dire que les mouvements politiques ne sont pas les mouvements d'un tel ou d'un autre, ou d'une telle. Moi je ne suis pas, ce n'est pas le mouvement de Benoît Hamon que nous créons. C'est votre mouvement, notre mouvement, je suis l'un des vôtres et nous avons donc voulu, à l'occasion de la fondation de notre mouvement, vous proposer de vous exprimer à la fois sur la charte, le contrat politique qui va nous lier et nous liera aux Français, vous prononcer sur la manière dont on doit travailler ensemble, faire fonctionner notre démocratie interne, et d'autres rendez-vous importants seront programmés l'année prochaine pour pouvoir justement avancer dans ce domaine. Et puis nous avons considéré qu'il fallait choisir un nom, d'abord parce que ça n'est juste qu'un décompte du nombre de ceux qui ont répondu au questionnaire. Et je veux juste vous dire que nous avons donc eu 28 422 réponses au questionnaire et autant de propositions de noms que ce qui suit, 14 576. Alors, personne n'a repris, ou si peu, le mouvement du 1er juillet ou M17-17, donc je vous remercie pour l'inspiration que j'avais eue, qui a été unanimement balayée par vos commentaires. Si quelques-uns, quand même, ont dit qu'il fallait garder ce nom, mais une immense majorité d'entre vous a proposé que nous ayons un autre nom. Il y a 3 familles de noms, de propositions qui existent. Ceux qui ont souhaité que notre nom se rattache, et pourquoi pas, à des formations politiques, des courants philosophiques, une histoire. Et nous avons eu là des propositions assez nombreuses, mouvement écologiste évidemment européen, mais pas seulement européen. Il était nécessaire qu'il soit socialiste, il était nécessaire qu'il ait toute forme de qualificatif, solidaire, féministe forcément, internationaliste. Évidemment, il devait être citoyen, républicain, etc., etc. Je vous en passe et des meilleurs. Mais il y a eu des propositions nombreuses. Alors bien sûr, là, on se livre à un exercice un peu caricatural, et même si certains d'entre vous étaient un peu plus créatifs en matière d'anagramme, ça a toujours tombé, ou en tout cas dans le fait de proposer des formules qui soient des formules malignes. La réalité, c'est qu'on s'est dit que ce n'était pas tout à fait nous, et qu'il fallait sans doute qu'on trouve quelque chose qui ait une autre dimension. La deuxième famille, c'est la famille de noms qui dit ce que l'on est, ce que nous serions ou ce que nous sommes. Et là, on a eu aussi une multitude de propositions, et je vous propose d'en voir quelques-unes. Alors, c'est en petit, les engagés, les bienveillants, et le mot revient souvent, les tempérants, les hamonistes, il y a eu 2-3 blagueurs là-dessus, mais les collaboratifs, les utopistes,
la gauche, etc., etc. Et nous nous sommes dit, là encore, il faut que notre nom puisse dire de là d'où nous venons, les courants auxquels on se rattache, et en même temps dire ce que l'on est, mais dire ce que l'on est, c'est insuffisant parce que ça ne dit pas ce que l'on veut. Et c'est la troisième famille de noms qui nous a été proposée, ceux qui se sont attachés à décrire le monde tel que nous le voulons. Et les propositions ont été là aussi nombreuses: respect, futur désirable, humain d'abord, la France sociale et solidaire, la société coopérative, et puis alors quelqu'un qui nous a proposé qu'on s'appelle l'au-delà. Je veux le dire, en matière de transcendance, là, ça se posait là. Et après le M17-17, l'au-delà, avec une citation à l'appui de Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, je ne peux pas m'empêcher de la singulariser. Celle-là, merci à celui ou celle qui nous a fait cette proposition. Mais je vais vous dire, hélas, nous ne l'avons pas retenue. Et nous avons donc travaillé, on a eu en fait un coup de cœur pour une proposition qui est revenue sous des formes différentes, mais qui dit justement tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons faire, tout ce qui nous réunit, et qui, à partir du mouvement du 1er juillet, aboutit à génération. Solidaire, engagée, citoyenne, métissée, nous sommes des générations. Nous sommes le monde où 4 générations coexistent. Nous sommes le mouvement qui réunit ces générations et pense aux générations futures. Nous sommes une génération qui va générer le progrès, qui va générer la justice sociale, qui proposera le dépassement du capitalisme. Nous sommes le mouvement Génération.S, c'est-à-dire que nous sommes à la fois tous ensemble, riches de notre diversité, riches de ce que nous sommes avec ce que nous apporterons les uns et les autres par nos combats. Et nous avons décidé, c'était un coup de cœur, de retenir ce nom qui a été proposé par plusieurs, qui s'étaient réunis pour travailler. Et ce sera désormais le mouvement Génération, donc, qui remplacera le mouvement du 1er juillet. C'est pour moi une grande fierté qu'aujourd'hui de me retrouver à cette tribune avec vous devant moi et avec ce nom. Objectivement, 14 000 propositions et plus, c'était incroyable. Il fallait essayer de faire émerger quelque chose qui nous représente tous. C'est le choix que nous avons fait et que nous vous proposons. Mais je voudrais maintenant, si vous le permettez, comme un des membres de Génération Le Mouvement, vous adresser quelques messages politiques, ou en tout cas quelques réflexions politiques. Je voudrais, pour commencer, remercier ceux qui sont ici, qui nous ont fait, représentants des différentes organisations, partis et mouvements de gauche, mouvements politiques ou partis politiques, l'amitié de venir pour la fondation de ce nouveau mouvement. Grand mouvement, nous sommes d'ores et déjà nombreux, j'en dirai un mot, mais je voudrais les saluer. Ils appartiennent à toutes les formations de la gauche et c'est une grande richesse pour nous qu'ils soient là, qu'ils soient communistes, insoumis, socialistes, écologistes, citoyens, Nouvelle Donne, l'Alliance écologique indépendante, etc., etc. J'en oublierai sans doute. Ils sont aussi représentants de syndicats. C'est extrêmement important qu'ils soient là pour nous parce que la famille politique, en tout cas le mouvement politique que nous créons, leur parlera, s'adressera à eux régulièrement et souhaite, vous l'avez dit vous-même en répondant au questionnaire, s'inscrire dans une gauche qui se rassemble plutôt qu'elle ne se morcelle. Je voudrais donc les remercier sincèrement et je voudrais aussi dire, puisque Noël a parlé avant moi, adresser un salut très amical et très fraternel à Cécile Duflot, qui a choisi de venir participer aujourd'hui à nos travaux et nos débats, qui, à n'en pas douter,
qu'à n'en pas douter, nous recroiserons régulièrement dans nos discussions et dans nos différentes initiatives. Mais je veux vraiment la remercier d'être là. Et je suis persuadé qu'on aura encore beaucoup de moments où nous retrouver ensemble dans les semaines et les mois qui viennent. Remercier et saluer l'ensemble de ces citoyens militants qui ont fait le choix de venir, anonymes ou déjà avec un peu de popularité. Mais en tout cas, vous le voyez, dans l'éventail de ceux qui ont parlé, vous en connaissiez certains, vous n'en connaissiez pas d'autres, et vous avez vu que le talent était quelque chose de très partagé au sein du mouvement du 1er juillet, devenu mouvement Génération. Mes remerciements vont aussi, on ne le dit pas assez, ou en tout cas ça a été fait au début par Guillaume, et il a eu raison de le faire, à l'incroyable énergie des bénévoles qui ont fabriqué cet événement. C'est 100% d'énergie bénévole. La preuve qu'on peut, avec finalement beaucoup de résolutions, beaucoup de volonté politique, du caractère, des convictions, fabriquer un mouvement politique. Désolé de dire à ceux qui nous voyaient comme un mouvement très riche, parce que nous aurions à une époque profité de la campagne électorale pour nous enrichir. Vous verrez que nous serons totalement transparents, nous, sur chacun des événements que nous organisons, les appels aux dons et en quoi ils ont du succès ou pas, la manière dont nous dépensons l'argent. Ce sera un principe, et dès cette journée, qui sera appliqué, que de faire la transparence sur les recettes et les dépenses de notre mouvement. Et j'affirme ici qu'effectivement, nous payons de la sueur, de l'engagement et de la volonté, mais aussi de l'optimisme et de l'énergie des bénévoles, avant de le faire avec des euros sonnants et trébuchants. Donc merci à eux, merci à tous les bénévoles, services d'ordre, organisation, d'avoir organisé cet événement, et particulièrement au comité du Mans et de la Sarthe qui se sont engagés à nos côtés. On a donc démarré un 1er juillet. La journée avait commencé sous la pluie, si vous vous souvenez, la grisaille, et on se demandait si nous allions pouvoir réunir des citoyens et des militants dans le moment politique qui était celui de la gauche, de la France, quelques semaines après avoir élu un président de la République appartenant à la famille néolibérale, ou la droite libérale, quelques semaines après un choc aux élections législatives qui avait vu l'ensemble des partis politiques traditionnels échouer, quelques semaines après un désastre électoral pour la gauche, pour moi, pour nous, qui avions porté un projet politique dont nous pensions qu'il permettrait de lever une espérance. Nous nous sommes retrouvés le 1er juillet, quelques semaines après ce désastre électoral. Et j'aime beaucoup cette phrase de Mandela que je cite souvent devant les étudiants qui dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Objectivement, vu mon score, j'ai beaucoup appris. » Et j'ai tiré une leçon de tout cela. C'est que finalement, il eût été égoïste de tourner les talons, de laisser en plan celles et ceux qui avaient levé une espérance, de les laisser là et de dire, dans une forme de faux panache, dans une démarche égoïste, on arrête là et on ne continue pas le combat politique que nous avons commencé en 2016 et en 2017. Donc le 1er juillet, alors que nous venions de connaître un désastre électoral, alors que nous avons assisté, et que nous assistons d'ailleurs encore, à la fin du cycle historique de la social-démocratie, d'un courant qui a connu son heure de gloire, qui philosophiquement a inspiré bien des combats politiques et obtenu bien des conquêtes sociales partout en Europe depuis plusieurs décennies, courant qui, s'il a connu son heure de gloire, est devenu depuis, non pas plusieurs années, mais plusieurs décennies, incapable d'honorer sa promesse sociale et démocratique, au cœur de cet affaissement idéologique, mais qui en France s'est doublé d'un effondrement moral,
il était assez logique que cette matinée du 1er juillet fût assez pluvieuse et qu'elle soit couverte par un ciel qui augurait franchement pas de lendemain qui chante. Et pourtant, j'ai la faiblesse de croire, et pas seulement nous, le mouvement du 1er juillet, que dans beaucoup d'autres lieux, dans beaucoup d'autres familles politiques, subsiste toujours, au cœur de cet hiver-là, cette flamme, cet invincible été dont parlait Camus, et qui fait que de ces désastres, de ces moments difficiles, renaît toujours l'espérance du progrès. L'espérance du progrès, de la fraternité, celle qui nous a réunis ce jour du 1er juillet. Et que s'est-il passé après ? Il y a eu le 2 juillet, le 3 juillet, le mois d'août et le mois de septembre, et 5 mois plus tard, nous sommes 42 400 membres, et probablement encore un peu plus dans les jours qui viennent, à nous réunir et à nous retrouver dans les comités, dans l'engagement individuel, dans des comités de projet, parfois éphémères, dans des comités thématiques transversaux, dans des comités associés à des territoires, à nous retrouver et à vouloir faire vivre cette espérance et cette flamme. Moi, je crois cela non seulement très encourageant, mais surtout très exaltant et très enthousiasmant, que de voir à quelle vitesse, aujourd'hui, nous avons été capables de constituer collectivement un mouvement politique qui a vocation à occuper une place centrale dans la gauche française, représentant à la fois l'écologie politique, la tradition socialiste, citoyenne, républicaine, mais une place centrale dans le paysage politique français. Notre objectif, je n'ai pas honte de le dire, c'est de devenir la première force de progrès en France. C'est donc la journée des fondations. La journée des fondations, et nous assumons toute la journée de développer, pour aujourd'hui, demain et après-demain, des pratiques qui veulent fissurer les institutions de la Ve République. Cela a été dit par beaucoup d'entre vous, et tout à l'heure, je crois, par Adrien Bureau, qui me précédait à cette tribune. La Ve République, c'est une démocratie immature et intermittente. Nous voulons, nous, la démocratie continue, telle que l'a souhaité Pierre Mendès France. Et pour cela, il faut que nous ayons un temps d'avance, un monde d'avance, des idées d'avance, pas seulement, mais que demain, ce mouvement génération, dans la manière dont il fonctionne, préfigure la République que nous voulons, préfigure la démocratie que nous souhaitons, que nous ne nous contentions pas de dire « vive la 6e République » pour finalement observer que dans notre propre fonctionnement, nous restons un mouvement matricé par les mêmes principes, c'est-à-dire l'organisation d'une parole horizontale, mais à la fin, c'est le chef qui tranche. Nous voulons donc organiser un mouvement qui fissure la Ve République. Et le choix de cette date, le 2 décembre, doit au hasard, objectivement, mais ce n'est pas n'importe quelle date. Parce que quand on sait combien ces institutions de la Ve République sont d'inspiration bonapartiste, comment ne pas faire le parallèle avec le coup d'État de 1851. Non mais je l'ai bien dit. Vous m'avez aidé, c'est ça l'intelligence collective. Coup d'État de 1851, mais qui, d'ailleurs, date qui n'était pas choisie au hasard, était rappelé aussi le sacre de Napoléon, le premier, mais aussi la victoire d'Austerlitz. Alors, je veux dire que notre mouvement n'aura rien à voir avec le bonapartisme. Et au contraire, puisque nous sommes le 2 décembre, je vais vous citer quelques vers que j'ai piochés dans cette œuvre magnifique des Châtiments et qui répondaient justement au coup d'État napoléonien du 2 décembre 1851, ces vers de Hugo, et qui disaient la chose suivante. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait et prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» Autour du roi joyeux riaient tous les anciens, qui le soir sont assis au temple et délibèrent. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Et le plus beau vers, le plus puissant,
le plus inspirant pour nous d'Hugo, nous enjoint « Sonnez, sonnez, toujours, clairon de la pensée ». Eh bien, aujourd'hui, nous disons que nous allons faire souffler le vent, que nous allons sonner les clairons du progrès et de la pensée, que nous avons bien l'intention de faire vaciller la citadelle néolibérale et ses certitudes qui creusent les inégalités, précipitent les injustices, ne pensent qu'au court terme, font de la règle du marché le fonctionnement de nos sociétés. Nous allons faire souffler le vent, pas seuls. Nous allons faire sonner les clairons, pas seuls, les clairons et les trompettes. Décider que nous sommes à nous joindre à toutes celles et ceux qui veulent poser des actes de résistance. Et nous avons commencé à le faire, avec les insoumis, avec les communistes, avec les écologistes, avec les socialistes qui le souhaitaient, pour résister aux ordonnances travail, pour résister à la timidité aujourd'hui des propositions du gouvernement en matière de libre-échange quand il va valider le CETA, à la timidité des propositions du gouvernement quand il s'agit finalement de dire que la politique environnementale s'arrête là où les intérêts économiques commencent. Oui, nous résisterons et nous ferons sonner les trompettes. La citadelle vacille-t-elle déjà? Oui, elle vacille. Et je vais vous dire de quelle manière. Souvenez-vous de la manière dont nos propositions étaient accueillies pendant l'élection présidentielle. Nous défendions un rapport au travail, une nouvelle protection sociale, une conception de notre modèle de développement et de la démocratie qui, au départ, faisait rire le roi et les vieux sages qui délibèrent autour de lui. Mais d'ores et déjà, observez de quelle manière ces idées nouvelles dans le débat politique, dont on parlait à peine il y a un an, de quelle manière elles structurent d'ores et déjà le débat politique. 9 présidents de département décident d'expérimenter le revenu de base. Tant mieux! Tant mieux! Le revenu de base n'est pas le revenu universel, mais c'est une marche qui contribuera demain à ce qu'au-delà de l'expérimentation, pour mieux lutter contre la pauvreté, nous pensions, à travers le revenu universel, un nouveau rapport au travail qui donne davantage d'autonomie aux individus et surtout brise combien c'est révolutionnaire, le monopole de la distribution des revenus liés à l'emploi. C'est ce que nous voulons. Et si aujourd'hui, on ne trouve plus un socialiste, par exemple, pour dire qu'il n'a pas un jour défendu quelque part dans un texte le revenu universel, tant mieux, là aussi, je m'en réjouis. Les perturbateurs endocriniens dont nous disions qu'ils étaient partout, mais parce qu'ils étaient dissimulés dans ce qu'est la stratégie du doute construite par les scientifiques pour toujours remettre en cause les lanceurs d'alerte, ceux qui disent « Attention, nous scientifiques, nous médecins, nous parents, nous distinguons là un risque pour nos enfants ». Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre sur le devant de la scène ces questions-là et j'ai la faiblesse de croire que si nous n'avions pas fait la campagne présidentielle que nous avons faite, il eût été plus probable que le glyphosate, que les perturbateurs endocriniens soient restés des sujets confidentiels, dissimulés dans la pénombre du travail des lobbies. Ils sont maintenant en pleine lumière. Tant mieux là encore. Guillaume évoquait le rapport du cabinet McKinsey. McKinsey, cabinet très sérieux. McKinsey anticipe la destruction de 800 millions d'emplois en lien avec l'automatisation. Nous disions, il faut anticiper cela. Nous disions, nous ne pouvons pas continuer à vivre sur le mythe selon lequel le travail seul pourra financer la protection sociale. Il faut donc penser la manière dont la richesse créée contribue au financement de la solidarité. Que cette richesse soit créée par l'intelligence artificielle, le robot ou l'homme. Et nous disions, nous ne pouvons plus asseoir le financement de nos retraites sur les seules cotisations liées au travail. Et nous parlions de quoi? De la taxe sur les robots, aujourd'hui mise en œuvre en Corée du Sud. Tant mieux, là aussi on bouge, tant mieux ça avance. Et nous n'allons pas nous plaindre au nom de je ne sais quelle logique qui voudrait qu'on soit propriétaire des idées, du fait que ces idées essaiment,
qu'elle pollinise le débat politique. Nous ne revendiquons même pas d'avoir été les premiers à les défendre, ce n'était même pas le cas. Tant sur le revenu universel que la taxe sur les robots, les perturbateurs endocriniens, bien d'autres intellectuels, militants, citoyens avaient défendu cela avant. Mais je dis tant mieux qu'aujourd'hui ces idées occupent une place prépondérante dans le débat politique. C'est notre victoire d'ores et déjà, et c'est sur cette victoire-là qu'il faut construire le développement de notre mouvement. Je voudrais dire aussi que si parfois on nous copie, on nous singe, on continue à nous caricaturer. Et on nous caricature dans un mouvement qui ne serait qu'utopiste au nom du fait que nous pensons loin, mais que les propositions ou les solutions que nous défendons n'ont aucune forme d'impact dans la vie quotidienne. Mais, mes chers amis, là encore, dans ce que nous défendons, croyez-vous ou pensez-vous qu'auprès des salariés ou des agents hospitaliers, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ça n'est pas concret? Croyez-vous qu'auprès d'un jeune start-upper ou d'une salariée d'un EHPAD qui gagne 1 200 € par mois à plein temps ne vit pas correctement avec cela, la mise en œuvre du revenu universel d'existence, ça n'est pas une évidence? Croyez-vous que pour les jeunes qui expérimentent tous les jours l'usage plutôt que la propriété, ceux qui promeuvent la coopération, l'économie collaborative plutôt que la compétition, croyez-vous que ce qu'a défendu tout à l'heure Aurore, l'idée, le principe d'un modèle économique qui ne se fonde plus seulement sur la croissance à tout prix, sur la compétition, mais plutôt sur la coopération et la volonté d'avoir d'autres indicateurs de développement et du bonheur qui ne soient pas seulement la richesse matérielle, croyez-vous que ce ne soit pas concret? Que ceux qui vivent dans des quartiers de la relégation, dans des ghettos qui ne sont pas que des ghettos sociaux et des ghettos de logement, mais qui sont devenus, aux yeux des autres, des ghettos identitaires, croyez-vous que ce que nous défendons en matière de laïcité, ni ouverte ni fermée, les principes de la loi de 1905 qu'on refuse de voir dévoyés par ceux qui en font un instrument contre une religion, que les principes de lutte contre les discriminations, le principe du service public est le même pour tous, le principe de la lutte contre les discriminations, croyez-vous que ça n'est pas concret, évident et vital? Tout cela, et je pourrais en citer bien d'autres, ce sont des propositions que nous avons faites et elles ont vocation à s'épanouir tout de suite, pas simplement après-demain. Le projet politique qu'on a construit avant le 1er juillet, depuis le 1er juillet, et que nous construirons encore, toutes ces idées nouvelles que nous avons mises dans le débat politique, oui, elles pensent le monde qui vient. Mais parce qu'elles pensent le monde qui vient, elles ont vocation, si nous voulons faire naître un monde meilleur, puisque c'est l'objectif de celles et ceux qui font de la politique à gauche, elles ont besoin d'être appliquées aujourd'hui. Et nous disons qu'aujourd'hui, il y a état d'urgence. Urgence à ce que ces propositions soient mises en œuvre rapidement. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut désigner aussi nos adversaires. Nos adversaires, c'est le néolibéralisme et l'adversaire qui arrange bien le néolibéralisme, les nationalistes. Le néolibéralisme parce qu'il s'appuie sur une rhétorique de la crise permanente. Et observez, ce sont les mêmes qui vous désignent des crises et qui se posent en prétendus sauveurs de ces crises. Et vous observerez que depuis 30 ans, rien n'a été résolu. Quel est le leader néolibéral français, et peut-être même européen? C'est aujourd'hui le président de la République française. Et regardons un petit peu de quelle manière ils fonctionnent. Ils vous disent qu'il y a une crise des réfugiés. Crise des réfugiés, et pourtant, personne n'avait saisi l'appel de Mme Merkel pour faire en sorte que l'Europe se révèle hospitalière vis-à-vis de celles et ceux qui fuyaient la guerre, la famine, l'oppression. Et au contraire, nous avons érigé des murs contre les hommes qui meurent en Méditerranée ou sont maintenant victimes de l'esclavage en Libye, quand par ailleurs, ces murs tombent dès qu'il faut laisser circuler les capitaux ou s'ouvrir au CETA demain ou au TAFTA après-demain. Les mêmes qui vous disent crise des réfugiés n'ont jamais assumé le devoir d'hospitalité que nous avons vis-à-vis des réfugiés et le devoir et la responsabilité que nous aurions dû avoir nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes et de nos enfants, d'assumer que nous étions encore vraiment la patrie des droits de l'homme et pas simplement le pays de la déclaration des droits de l'homme.
Ils vous disent, les mêmes, qu'il y a une crise d'identité, avant la crise d'identité, une crise des valeurs. Crise des valeurs, au nom de laquelle ils dénonceraient les comportements des individus qui ne respecteraient pas les grands principes de la République, etc., etc. Mais qui ne voient pas, et Noël l'a dit, que les mêmes qui disent crise des valeurs sont ceux qui, là encore Emmanuel Macron en tête, qui a menti délibérément aux Français pendant la campagne électorale, avait annoncé qu'il suspendrait l'état d'urgence parce qu'il était attentatoire aux libertés publiques. Il l'a suspendu pour l'intégrer au droit commun. C'est désormais la loi française qui est dénoncée par qui? La CNCDH, la LDH, Amnesty International, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, jusqu'aux Nations Unies, comme une loi attentatoire aux droits et aux libertés fondamentales. C'est un vrai recul démocratique, et ce recul démocratique, il a été fait par celles et ceux qui nous disent que nous vivons aujourd'hui en France une crise des valeurs. Et ils glissent de la crise des valeurs à quoi? À la crise d'identité de la France. Mais dites-moi, qui affaiblit la République? Qui affaiblit la République quand on supprime des dizaines de milliers de contrats aidés dans des associations où on crée chaque jour des solidarités et du lien social dans des territoires abandonnés? Qui affaiblit la République quand on coupe les subventions aux collectivités locales et qui, elles, réduisent leurs services publics parce qu'elles n'ont pas d'autre choix? Qui affaiblit aujourd'hui la République? Eh bien, moi, j'assume de le dire. Ceux aussi qui prétendent parler en son nom dévoient, je le disais, la loi de 1905 et choisissent de faire de la laïcité non plus le principe qui permet à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, dans le respect de la liberté de conscience et de religion, la liberté de croire et de ne pas croire, de vivre ensemble, mais en font un instrument contre une seule et unique religion. C'est inadmissible. Eh bien, les mêmes qui vous disent crise d'identité, dites-leur que c'est parce qu'on a affaibli la République aujourd'hui que des Français se réfugient dans des identités secondaires ou des identités de consolation, d'assignation. Et ce que nous voulons, ça a été remarquablement dit par Salah Mokrane, c'est que nous voulons que tous les citoyens se sentent égaux en droit, êtres humains citoyens de la République française, du jour où ils ont posé le pied sur le sol de France, se sentir égaux en droit. Et la laïcité nous le garantit, et nous serons de fervents défenseurs de cela. Alors je pourrais égrener cette rhétorique de la crise permanente qui vous amène à constater que ceux qui parlent de la crise financière sont les responsables du désastre des subprimes, ceux qui vous parlent de la crise économique sont ceux qui en prennent prétexte et prennent prétexte du chômage de masse pour diminuer les salaires et faire les lois travail 1 et 2, commencées sous le précédent quinquennat, poursuivies aujourd'hui, et qui postulent que nous résoudrons le problème du chômage si on peut licencier plus facilement ceux qui ont un travail. Raisonnement remarquable, brillant. Ce que nous disons, et je ne développerai pas parce que j'ai promis de ne pas être trop long, la dernière fois que j'ai fait un discours sans lire, j'ai parlé 2h15 au lieu des 45 minutes qui m'étaient imparties, donc je vous rassure. Mais fondamentalement, ce que nous voulons dire est simple. Emmanuel Macron nous vend la légende suivante. C'est qu'en faisant de la croissance, on va revenir au plein emploi en 2030. Ça voudrait dire qu'il faudrait créer entre 300 et 400 000 emplois nets supplémentaires par an. Avant même la crise de 2008, on n'en faisait que 150 000 nets par an. Donc ça veut dire que, bien sûr, Jupiter, il est 2 fois plus malin que la moyenne. Mais ça veut dire que d'ici 2030, on arrivera à faire cela. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans les 2 premières années de son mandat, il n'y arrivera pas. Déjà, il le reconnaît. Donc arrêtons de fonder l'avenir et le destin de cette nation et de celles et ceux qui veulent y vivre en paix et heureux sur la recherche absolue d'une croissance qui, depuis 30 ans, ne revient pas. Il faudra donc viser le plein emploi, mais le plein emploi par la réduction du temps de travail, le partage du travail, par l'émergence de solutions nouvelles, dont le revenu universel d'existence. Et c'est de cette manière-là, je le dis, que nous serons réalistes. Parce que, dites-le vous, leur peur et leurs croyances n'ont rien à voir avec les bonnes solutions. Ils croient dans la croissance. Ils ont peur de la dette financière. Nous avons peur de la dette écologique qui ne se rembourse pas. Et nous croyons au partage du travail. Solution pour vivre mieux,
et pour faire en sorte d'approcher le plein emploi. Il n'est pas question que ce mouvement Génération s'appuie sur les peurs et les croyances de ceux qui ont échoué pendant 30 ans. Nous voulons mettre en œuvre des solutions radicalement nouvelles. Alors, je l'ai dit, les néolibéraux sont nos adversaires. Et les néolibéraux adorent n'avoir, eux, qu'un adversaire, celui qu'ils ont créé eux-mêmes par la société inégalitaire et injuste qu'ils ont laissé se déployer. Ce sont les nationalistes, les xénophobes, les racistes, les antisémites, les islamophobes, j'en passe, et des meilleurs. La réalité, c'est que ce nationalisme se développe partout, qu'il est aussi notre adversaire, et que le seul combat véritable est de savoir, je vous le dis et je vous regarde, savoir si ce seront eux, les nationalistes, ou nous qui remplacerons les néolibéraux. La seule bataille pour nous, elle est là. Elle est de dire qu'en voulant et qu'en réussissant demain à basculer les néolibéraux hors des lieux de pouvoir où se mélangent pouvoir privé et public, pouvoir économique et pouvoir politique, en les basculant à l'extérieur, c'est le camp, la famille du progrès dans sa pluralité, sa diversité, qui devra et remplacera les néolibéraux en lieu et place des nationalistes. C'est pour nous le combat le plus essentiel. Et il se nouera tout particulièrement l'année prochaine, au moment des élections européennes, puisque je dois être court, je ne vais parler que de cela. En quelques mots. Vraiment en quelques mots, et m'acheminer vers ma conclusion. J'aurais pu revenir sur la façon dont, sur le travail, sur le revenu universel, sur la santé, sur le fait de vivre en bonne santé, et nous serons la famille politique, le mouvement politique de la bonne santé. Il ne s'agit pas simplement de guérir, mais il s'agit aussi de faire en sorte que chacun ne tombe pas malade. Nous serons sur la question de l'éducation, sur le choix que nous ferons de permettre à tous la réussite scolaire et universitaire et de ne pas la réserver à quelques-uns, ce que prépare la réforme de l'université de cet actuel gouvernement. Nous serons sur la question de l'égalité des droits, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre tous les citoyens, absolument, centraux dans le débat politique, et nous ne lâcherons rien, mais je veux vous parler de la question européenne. En clair, si on laisse les choses se faire, il y aurait deux blocs qui émergeraient dans cette élection européenne l'année prochaine. Au moment où l'Europe connaît une crise qui est une crise pas simplement de projet, mais une crise aussi de vocation. L'Europe a fini par dégoûter bon nombre des citoyens européens de la validité du projet européen lui-même. Pourquoi ? Parce qu'à force de politiques austéritaires, à force de politiques qui mettent en concurrence pas seulement les États entre eux, les nations et les économies entre elles, mais aussi les systèmes fiscaux, les protections sociales, donc les travailleurs et les individus, les cortèges de ceux qui se détachent du projet européen sont de plus en plus nombreux. Deux blocs s'affirmeront. Le premier bloc dira, Emmanuel Macron en tête, « Vive l'Europe, mais on ne peut pas y faire de politique ». Et il poursuivra sa tâche de recomposition de la vie politique française et de juper à je ne sais qui, parce que là, je ne sais pas où est la limite, maintenant à gauche, mais bon, ou en tout cas de gens qui se disaient de gauche, mais qui quand même sont tous dans un gouvernement maintenant de droite, donc allez me dire... Ou alors, il faut arrêter avec cette histoire de fin du clivage droite-gauche, parce que les ordonnances travail, c'est de droite. La loi Collomb sur les réfugiés, c'est de droite. Ce qui se prépare sur l'immigration, c'est de droite. La fin de la taxe sur les transactions financières, c'est de droite. La suppression de l'ISF, c'est de droite. Ce qui se passe sur l'environnement, je le dis à Nicolas avec toute l'affection que j'ai pour lui, il a voté pour moi. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le projet pour lequel il a voté quand il a voté pour moi. Donc j'indique cela, même si je comprends la démarche qui consiste à éviter que ce soit trop pire. Mais moins pire, c'est quand même pas forcément le bonheur non plus. Et c'est un gouvernement de droite, néolibéral. Et Emmanuel Macron voudra poursuivre cela en disant « Vive l'Europe, mais en Europe, il faut continuer l'agenda qui avait été décidé par Mme Merkel et M. Schäuble ». M. Schäuble déclarant d'ailleurs, suite aux élections en Grèce, ça n'est pas une élection qui doit changer une politique économique, ce qui vous en dit long sur le rapport qu'ils ont à la démocratie et à la souveraineté populaire. Mais on poursuivra cet agenda-là. Cet agenda, c'est CETA, TAFTA, donc libre-échange. Politique de citadelle à l'égard des migrants,
politique de concurrence fiscale et sociale et politique d'austérité, donc de réduction des services publics. Il n'y aurait aucune alternative possible. On fait l'Europe comme antidote à la guerre, on parie que tout ça continuera à tenir et ne préparera pas la guerre, et en dénonçant ceux qui sont les ferments de cette guerre, c'est-à-dire les nationalistes. Voilà le projet politique d'Emmanuel Macron. Et il y aura les akouskis qui accompagnent toujours ce genre de mauvaises potions ou de mauvaises soupes, qui consisteront à dire on va démocratiser tout ça en faisant des conférences démocratiques et on mettra un ministre de la zone euro, peut-être même un budget, même si les Allemands n'en veulent pas, et en espérant que ça tienne jusqu'aux élections européennes pour constater que le lundi qui suit les élections européennes, business as usual. Je parle la langue qui est la leur, c'est-à-dire celle du business aujourd'hui, parce que c'est le projet politique qui est le leur. Premier bloc. Vive l'Europe, mais pas de politique dedans. Et les néolibéraux se sont choisis leur adversaire. Pour se maintenir au pouvoir, ils disent « Attention, voilà ce qu'ils disent. Retour à la souveraineté populaire, mais dans le cadre de la nation, vive la politique, mais hors de l'Europe. » Et ceux-là sont aussi dangereux. Pourquoi? Parce que, outre qu'ils abandonnent un projet politique qui est celui qui fabrique du commun et nous permet de nous situer, nous, Européens, dans la capacité justement de pouvoir non seulement nous faire entendre, mais lutter, par exemple, efficacement contre le réchauffement climatique. Ils nous disent, parce que l'Europe est néolibérale, jetons le néolibéralisme, mais de facto, jetons l'Europe avec, parce que par nature, elle serait néolibérale. Mais si on suivait ce raisonnement-là, qui consiste à jeter l'Europe avec le néolibéralisme, ce que nous ne ferons pas, on pourrait constater que depuis 20 ans se succèdent des gouvernements d'inspiration libérale. Et que les institutions de la Ve République sont des institutions qui ne permettent pas l'exercice plein et entier de la souveraineté populaire. Et donc, rejetant le néolibéralisme français, il faudrait rejeter la République et la France avec, et se replier sur quoi? Sur les régions? Ce raisonnement n'est pas le bon. Et nous, face aux nationalistes, nous disons, avec toute la gauche, que nous voulons construire une stratégie, celle d'un bloc européen, progressiste, qui dise à la fois ce que nous pouvons faire le lundi qui suit les élections européennes dans le cadre des traités existants, disent les traités que nous voulons faire changer, indiquent notre stratégie et l'éventail de nos alliances, indique de quelle manière nous nous inscrirons sur la question de la Banque centrale européenne, sur la question de la gouvernance de la zone euro, sur la question du budget européen, sur la question de l'harmonisation fiscale et sur la question de la convergence fiscale. Quels sont nos alliés? Quelles sont nos stratégies? Qu'accepterons-nous et quand nous retirerons-nous du jeu de façon à ce que tout le monde comprenne qu'on peut vaincre le néolibéralisme en restant européen et internationaliste? Alors, nous répondrons, je vous le propose, plutôt que de servir ou une version délavée du nationalisme ou une version délavée du social-libéralisme à ceux qui n'ont plus d'idées et viennent chercher dans le néolibéralisme quelques idées en les accommodant à quelques ingrédients prétendument sociaux, ou ceux qui disent il y a là quand même besoin de sortir de l'Europe, donc on va, sans être nationaliste, dire qu'il faut absolument sortir comme principe tout de suite de l'Europe. Nous nous disons que nous incarnerons et nous nous mettrons en situation d'incarner un bloc qui est un bloc européen, transnational, socialiste, écologiste, progressiste et qui vise à être la principale force en Europe dans les prochaines années. Nous répondrons donc favorablement à l'invitation de Yanis Varoufakis de travailler avec lui à l'émergence de ce programme-là. Nous négocierons avec lui et je me réjouis de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, dans le comité des économistes que nous constituons, nous rejoignent et ont accepté de travailler avec nous les personnalités suivantes. Elles ne sont pas françaises, elles sont étrangères, mais je veux les saluer parce que c'est pour nous grand gage de crédibilité que de les avoir près de nous. Ont accepté de participer au comité économique qui va nous accompagner dans ce travail dans les années et les mois qui viennent. James Galbraith, qui est proche de Bernie Sanders, que vous connaissez, et qui sera un de nos conseillers économiques, qui est un des plus grands économistes américains vivants, et que je veux saluer. Il avait fait une vidéo, mais la vidéo ne marche pas, on m'a dit. C'est pas grave, de toute façon, l'important, c'est qu'il travaille avec nous. Nous rejoindrons également pour travailler Anne Petitfort, qui est spécialiste de la monnaie et de la régulation bancaire, et qui est membre du comité économique de Jérémy Corbyn. Nous rejoint
Pavlina Tcherneva, qui est spécialiste de l'emploi, a aussi travaillé avec Bernie Sanders et est une de celles qui réfléchit au principe de la garantie d'emploi, de quelle manière demain créer ce qu'on appelle des entreprises d'emploi qui, sur la base du volontariat, s'assurent que dans les secteurs dans lesquels il faut en créer, les emplois climatiques par exemple, quiconque veut travailler puisse avoir un travail. Nous serons rejoints dans ce comité économique par Pedro Páez Pérez, qui est l'ancien ministre de l'économie de l'Équateur, qui est aujourd'hui le superintendant de la régulation des marchés et qui est un grand économiste équatorien qui a travaillé avec Pablo Correa et qui nous rejoint dans ce comité. Et nous avons demandé et obtenu que 2 grands économistes nous accompagnent par des rapports. Tim Jackson, que certains connaissent, qui est un spécialiste de l'économie écologique et qui a travaillé sur la prospérité sans croissance, qui nous fera un rapport sur la meilleure manière de marier l'économie, l'écologie et le social. Et enfin, à Ah-Joon Chang, qui est l'économiste sud-coréen et qui nous fera un rapport sur les solutions à la mondialisation pour aider les pays en voie de développement à trouver la bonne voie de développement sans remettre en cause l'environnement. Ces personnalités, ou par le biais d'un rapport ou par leur contribution directe, nous accompagneront dans les semaines qui viennent et ce sera très utile puisque nous irons discuter de notre futur programme économique et écologique. Voilà ce que je voulais vous dire et vous dire combien pour nous il est important et pour moi il est important d'être ici avec vous. C'est fini, je ne vais pas parler plus longtemps, mais parce qu'on m'a dit déjà je suis trop long. Mais je vais juste avoir... Si, moi je pense que si. Mais je vais terminer par une très jolie citation et vous dire qui est une invitation pour vous et une invitation à poursuivre notre engagement. Je ne reviendrai pas sur les premiers de cordée en vous disant vous devez être les premiers de cordée, etc. En fait, parce que je trouve que cette formule, cette métaphore est pas très jolie, que je la laisse à celui qui l'a prononcé. D'ailleurs, le problème, c'est qu'il connaît que les premiers, lui. Et qu'il ne s'est jamais intéressé à savoir qui poussait derrière. Et si ceux qui étaient derrière n'étaient pas restés en gare quand il s'est attaché, lui, à mettre beaucoup de carburant et beaucoup de charbon, parce qu'il est plutôt économie carbonée, dans la locomotive de ceux qui vont déjà très bien. Donc nous nous intéresserons à tous les autres. Et il y a une très jolie phrase d'un grand penseur d'ailleurs de l'écologie, c'est pas un hasard, qui a inspiré à la fois Gandhi et Martin Luther King, et notamment sur la question à l'époque de la désobéissance civile. C'est Henri David Thoreau, et qui, dans Walden ou La vie des bois, nous invitait à faire ceci. Si vous avez construit des châteaux dans les nuages, votre travail n'est pas vain. Parce que c'est là qu'ils doivent être, les châteaux dans les nuages. Eh bien, à présent, comme nous disait Henri David Thoreau, à présent, à ces châteaux dans les nuages, il vous revient de donner des fondations. C'est parti! Ah d'accord, on va remplacer.